Manche et ses magazines. C'est à Dallas, au Texas, que naît l'un des mystères les plus controversés de notre époque. Mystère qui déclenchera une tempête de critiques et de théories du complot. On ne sent pas la poudre noire à moins d'être face au vent. J'ai d'abord pensé qu'il avait fait feu. Un homme poursuivra la vérité pendant 25 ans. You know what your critics say. They say this is absurd. They rank it with the tooth fairy, bottom of the barrel kind of theory. You know you're going to get a lot of criticism when you publish this theory. Why, of course we are. But then again, those people don't know anything about firearms, ballistics, or bullet performance. Un deuxième enquêteur veut maintenant résoudre ce meurtre. Quand on va sur les lieux d'un crime et qu'on se rend compte qu'il y a des témoins, on peut être certain qu'ils nous permettront de résoudre l'affaire. Qui a assassiné le président John F. Kennedy? Ces deux experts ont-ils découvert une preuve irréfutable qui était juste sous nos yeux pendant toutes ces années? Les grandes lignes de l'assassinat le plus célèbre de l'histoire sont simples. Le président visite Dallas lors de la campagne électorale. Le soleil brille, les gens sont accueillants, et le toit de la limousine présidentielle est baissé. À 12h30, des coups de feu sont tirés. Le président John F. Kennedy est mortellement blessé et John Connally, le gouverneur du Texas, est gravement blessé. Les deux hommes sont transportés à l'hôpital Parkland. 30 minutes plus tard, le président Kennedy est déclaré mort. 45 minutes après le meurtre, le présumé meurtrier, Lee Harvey Oswald, tue un policier avant d'être arrêté dans un cinéma de Dallas. Le corps du président Kennedy est envoyé à Washington afin qu'une autopsie y soit pratiquée. Le vice-président Lyndon Johnson fait le serment d'entrer en fonction à bord de l'avion. 2 jours plus tard, Jack Ruby, le propriétaire d'une boîte de nuit de Dallas, tue Lee Harvey Oswald dans un stationnement souterrain. Le lendemain, le président Kennedy est enterré au cimetière national d'Arlington. La liste des faits incontestables prend fin pour laisser place au mystère qui entoure les événements. L'idée selon laquelle Lee Harvey Oswald était impliqué dans un plus vaste complot est très répandue. Alors, le président Lyndon Johnson affecte Earl Warren, le juge en chef de la Cour suprême, à l'enquête. Le fusil Carcano de Lee Harvey Oswald. Durant 10 mois, la commission Warren entend 552 témoins au cours de séances à huis clos. Je me suis tournée. La commission présente un rapport de 888 pages qu'elle rend accessible au public. 50 ans plus tard, le meurtre du président Kennedy est toujours entouré de mystères et fait encore l'objet de théories du complot. Une majorité d'Américains croient encore que Lee Harvey Oswald n'a pas agi seul. Comment un crime commis devant des centaines de témoins, filmé par 30 personnes différentes et vu par des millions de téléspectateurs, peut-il être à la fois l'assassinat le plus documenté et le mystère le plus entier? De nombreuses personnes ont tenté de répondre à cette question, mais peu d'entre elles avaient autant d'expérience en résolution de crimes que Colin McLaren. Après avoir travaillé au sein d'un service de police d'Australie pendant plus de 18 ans, cet ancien enquêteur fait une découverte étonnante en menant sa propre enquête sur la mort de John F. Kennedy. J'ai appris qu'aucun autre enquêteur n'avait tenté d'élucider cette affaire non résolue en faisant une analyse médico-légale de toutes les preuves et en revoyant tous les témoignages. J'ai voulu être le premier à le faire. Colin McLaren est l'un des agents d'infiltration les plus reconnus d'Australie. Au cours des années 80 et 90, il participe à la réalisation d'une des plus importantes opérations d'infiltration de l'histoire du pays. Cette opération permet d'arrêter 11 gros bonnets de la mafia. Son expérience d'agent d'infiltration lui a appris à résoudre des crimes de l'intérieur. Il arrive donc à voir des choses que d'autres enquêteurs ne remarqueraient pas.
Colin McLaren décide de consacrer son attention à l'un des crimes les plus célèbres de l'histoire. Pour mener mon enquête, je devais absolument voir le lieu du crime. Une fois sur place, j'ai eu l'impression d'avoir fait un voyage dans le temps. J'ai vu le dépôt de livres, la fenêtre du 6e étage, le pont d'étagement et la petite colline. Tout était là. Quand on tourne sur Elm Street, la dernière route empruntée par le cortège, on descend une pente prononcée en tournant vers la gauche. La route serpente la colline. Il est donc difficile de viser une cible mobile à plusieurs reprises sur un tel terrain. J'ai regardé la fenêtre du 6e étage du dépôt de livres et je n'ai pas compris pourquoi 2 douzaines d'agents des services secrets n'avaient pas vu un homme avec une arme. J'ai réussi à trouver des témoins qui avaient vu un homme avec un fusil à cette fenêtre, alors que les agents ne l'ont jamais vu. Je me suis rendu au 6e étage du dépôt de livres et c'était étrange. Même si j'ai déjà été enquêteur et que j'ai déjà vu plusieurs scènes de crime, c'était intimidant parce que c'est le Graal de toutes les scènes de crime. C'est le lieu du crime non résolu le plus connu du monde. J'ai pu y entrer et ça m'a permis de mieux comprendre cette histoire, même si ça a aussi été plutôt troublant. Cette visite m'a beaucoup aidé. La cachette d'Oswald était beaucoup plus petite que ce que j'avais imaginé en regardant différentes photographies. Il n'avait que quelques boîtes de carton sur lesquelles s'appuyer pour tenir et recharger sa grosse arme de la Deuxième Guerre mondiale et viser sa cible. Et il ne faut pas oublier un facteur important, l'adrénaline et la pression. Il a dû être nerveux lorsqu'il a vu le président. Ce qui m'intrigue le plus dans cette affaire, c'est que même si 50 ans se sont écoulés et même si une majorité d'Américains rejettent les conclusions de la commission Warren, ces conclusions sont officielles et le rapport soutient qu'un seul cinglé. Lee Harvey Oswald a tiré 3 projectiles en moins de 6 secondes et a tué John F. Kennedy. Puis Jack Ruby a tué Oswald. Il n'y aurait pas eu de complot et les 2 hommes auraient agi seuls. Colin sait qu'il n'est pas le premier à mettre en doute les conclusions de la commission Warren. En 1967, CBS les a mises à l'épreuve. CBS News had a tower and target track constructed to match exactly the heights and distances in Dealey Plaza. The target, a standard FBI silhouette, moved by electric motor at 11 miles an hour, approximately the speed of the presidential limousine. 11 volunteer marksmen took turns, firing clips of 3 bullets each at the moving target. Le reportage de la CBS traite un point important. Les journalistes veulent savoir s'il est possible de tirer 3 projectiles en moins de 5,6 secondes avec un vieux fusil à verrou Mannlicher Carcano, arme de Lee Harvey Oswald. C'est un drôle de choix d'arme pour faire ce qu'il voulait faire. Je dois avouer que Lee Harvey Oswald avait une arme terrible et bonne pour la poubelle. Elle était incroyablement lourde et avait tendance à se coincer. Son viseur n'était même pas ajusté. La crédibilité des conclusions de la commission Warren repose sur ce test. A weapons engineer had the best score. 3 hits in 5.2 seconds. Ce spécialiste s'appelle Howard Donahue. Il doit faire le test 3 fois avant de réussir. Mais grâce à lui, CBS conclut que tirer 3 projectiles sur la cible en moins de 5,6 secondes est plausible. Un excellent spécialiste des armes a fait le test, mais il ne l'a réussi que la 3e fois. Il a eu la chance de s'exercer alors que Lee Harvey Oswald en était à sa première fois. Il a pris son arme et a tiré sans pouvoir s'exercer pour cette situation. Évidemment, il était sous l'effet de l'adrénaline et sous pression et il devait être effrayé. Je ne peux pas croire qu'il ait réussi à atteindre sa cible 3 fois en si peu de temps. Howard Donahue ne le croit pas non plus. Cet expert en balistique obtient le meilleur résultat au test. Il décide de mener sa propre enquête sur l'assassinat de Kennedy, qui se transformera par la suite en obsession. L'enquête de Donahue est derrière la nouvelle enquête médico-légale de Colin McLaren. Howard Donahue était un expert en balistique. S'il n'avait pas fait ce qu'il a fait, je ne serais pas ici. Les résultats du test de la CBS font naître le doute chez Howard Donahue. Ce dernier ne croit pas que Lee Harvey Oswald a pu tirer 3 coups de feu en 5,6 secondes. Et ce doute tenace se transforme en obsession. Pendant 25 ans, Donahue fera tout pour révéler la vérité sur l'assassinat de John F. Kennedy.
Il a commencé ses recherches. Il trouvait des incohérences qu'il ne comprenait pas, mais il tenait absolument à les comprendre. Howard Donahue est un pilote de bombardier hautement décoré durant la Deuxième Guerre mondiale. Il naît dans le nord-ouest de l'État de New York et grandit à Baltimore, dans le Maryland, où il vit jusqu'à sa mort en 1999. Mon père a été entouré d'armes toute sa vie. Il a reçu sa première carabine de calibre 22 à 11 ans et après ça, il a toujours eu une arme. Enfant, Colleen Donahue est exposé à l'enthousiasme de son père pour les armes et son obsession pour l'assassinat de John F. Kennedy. Il chassait et pêchait beaucoup. Il aimait les activités de plein air. Plus âgé, il est devenu tireur expert et armurier. Il a ouvert une armurerie et a été témoin expert lors de différents procès. Après la diffusion du reportage de la CBS, un populaire magazine pour hommes de l'époque lui demande d'écrire un article à propos des conclusions de la commission Warren. Il a été approché par le magazine True, un des plus grands magazines pour hommes des États-Unis durant les années 60. Il y était question de plein air, de chasse, de pêche et de voyage en nature. On lui a demandé d'écrire un article à propos du test de la CBS et de la commission Warren. Il devait prouver la véracité des conclusions. Howard a accepté. Bonar Menninger est un journaliste du Kansas qui a suivi les recherches d'Howard Donahue à propos de ce qui s'est passé à Dallas. Il devait se concentrer sur les preuves matérielles sans se soucier des différentes théories du complot. Il devait analyser les preuves balistiques, la trajectoire des projectiles, les blessures qu'ils ont causées, et il devait faire ses conclusions. Howard Donahue analyse d'abord les preuves balistiques. La commission Warren a établi qu'Oswald a tiré 3 coups de feu et que la première balle, surnommée la balle unique, a traversé le cou de Kennedy, blessant ainsi le président et le gouverneur John Connally. La deuxième balle a raté la cible. Puis, la troisième a atteint John F. Kennedy à la tête et a causé sa mort. Howard Donahue analyse les 3 coups de feu et commence par le premier, qui est probablement le plus controversé. La commission permet de découvrir que le projectile a atteint le bas du cou du président, à la droite de sa colonne vertébrale. Il est ensuite ressorti par la gorge, tout juste sous la pomme d'Adam, et a atteint le gouverneur sous son aisselle droite. Il a fracturé 10 cm de sa 5e côte et est ressorti sous son mamelon droit pour traverser son poignet droit et se loger à 2 cm de profondeur dans sa cuisse gauche. Plusieurs détracteurs de la commission Warren affirment que la position des 2 hommes dans la limousine présidentielle invalide la théorie de la balle unique. Ils trouvent absurde qu'une balle qui traverse le côté droit du corps du président puisse percer sa gorge et faire un virage serré vers la droite pour atteindre l'extrême droite du dos du gouverneur Connally. Au départ, Howard Donahue croit aussi que la théorie de la balle unique est improbable. Mais il découvre que John Connally et sa femme, Nellie, étaient assis sur des strapontins. Ces 2 sièges n'étaient pas directement devant les sièges du président et de sa femme, Jackie. Ils étaient plus au centre de la voiture et ils étaient situés plus bas que la banquette arrière. Le gouverneur Connally était donc assis plus bas et plus au centre du véhicule qu'il semblait l'être. Donahue fait des calculs en plaçant Connally au bon endroit et en tournant son corps, il obtient la trajectoire exacte de la balle. La trajectoire qui semblait dévier de manière impossible est maintenant plus claire. Howard Donahue fait une découverte incroyable. Il prouve que la théorie de la balle unique, avancée par la commission Warren, est exacte, même si la trajectoire tracée était complètement erronée. Une autre incohérence dans les conclusions de la commission continue de dérouter l'enquêteur amateur. Des sceptiques affirment que la balle qui a atteint Kennedy et Connally était en trop bonne condition pour avoir traversé le corps de 2 hommes. Une balle a été trouvée à l'hôpital Parkland et on a supposé qu'elle avait été retirée de la cuisse du gouverneur Connally. La balle a été trouvée sur une civière et elle était plus ou moins intacte. Les sceptiques se sont demandé comment une balle qui avait traversé 2 hommes et fait autant de dommages pouvait être en si bon état. Howard Donahue est allé aux Archives nationales à Washington. Il a observé la balle avec une loupe de diamantaire et selon lui, elle n'était plus en si bon état. Elle était déformée. Certaines personnes croyaient que la balle était en parfait état, mais c'était faux. C'est une autre preuve qui confirme la véracité de la théorie de la balle unique.
Mais cette balle a-t-elle été tirée par le fusil d'Oswald? Robert Frazier, un expert en armes à feu du FBI, répond à cette question devant la commission Warren. Monsieur Frazier, voici la preuve 399. Il s'agit d'une balle trouvée à l'hôpital Parkland après le meurtre. L'aviez-vous déjà vue? Oui, monsieur. On me l'a apporté au laboratoire du FBI le 22 novembre. L'avez-vous examinée pour savoir si elle a été tirée par la preuve 139, le fusil Carcano de Lee Harvey Oswald? Oui, monsieur. C'était votre conclusion? Oui, la preuve 399 a été tirée par le fusil 139. Le test du FBI a démontré que les marques présentes sur la balle correspondaient à l'intérieur de la chambre du fusil de Lee Harvey Oswald. C'est aussi précis que des empreintes digitales. Ça exclut tout autre fusil? Oui, monsieur. Arlen Specter, le conseiller juridique adjoint de la commission Warren, aurait élaboré la théorie de la balle unique. Avez-vous entendu les tirs? Plusieurs détracteurs du rapport croient que Specter aurait posé des questions qui lui ont permis de corroborer sa théorie. Howard Donahue croit effectivement qu'une seule balle a atteint les deux hommes. Mais il se demande si ce coup de feu était bien le premier tiré. Les allocutions publiques du gouverneur John Connally le font douter de plus belle. I am convinced beyond any doubt that I was not struck by the first bullet. I know that I heard the first shot, that I turned to my right to see what was happening. Seeing nothing, I was in the process of turning to my left, and I was struck by a second shot. The third shot struck the president, but did not strike me. Now, as I said earlier, this testimony was presented to the Warren Commission. They chose to disagree with my interpretation and my memory of what had occurred. Howard Donahue découvre que le témoignage de Roy Kellerman, un agent des services secrets, contredit aussi l'ordre des tirs établi par la commission. Roy Kellerman était assis à l'avant de la limousine présidentielle et il a entendu quelque chose après le premier coup de feu. J'ai entendu une détonation. On aurait dit le pop d'un pétard. Je me suis tourné vers la droite pour voir ce qui s'était passé. J'ai entendu une voix à l'arrière et je suis certain que c'était celle du président qui disait « Mon Dieu, je suis touché ». Je l'ai regardé et il tenait sa main comme ça. Sa main droite était devant son cou? Oui, monsieur. Comment le président a-t-il pu faire ça si la balle a bien traversé sa gorge et sa trachée, comme on le mentionne dans le rapport de la commission? Et si la première balle n'a pas atteint le président, qu'a-t-elle touché? Pourquoi ont-ils dit que la première balle avait atteint l'arrière du cou de John F. Kennedy? Plusieurs témoins affirment avoir vu la première balle toucher le sol et faire un ricochet. Virgie Ridgely travaillait au dépôt de livres. Lors de son témoignage devant la commission Warren, elle a affirmé avoir vu une balle rebondir sur la chaussée. Vous étiez directement en face du dépôt de livres scolaires? Oui. Qu'avez-vous vu? Bien, le président est passé devant nous et on a entendu un bruit. J'ai cru que c'était des pétards parce que j'ai vu quelque chose au sol. À quoi ressemblait cette chose? Comme j'ai dit, je croyais que c'était un pétard. J'ai vu des étincelles. Un fragment de la balle qui a ricoché au sol a-t-il pu toucher le président Kennedy et lui faire dire « Mon Dieu, je suis touché » avant qu'il ne soit atteint par la deuxième balle? Howard Donahue croit que oui et est d'avis que la commission Warren a inversé l'ordre des deux tirs. Plus il faisait des recherches et plus il trouvait des incohérences. Il se posait de plus en plus de questions et il ne pouvait plus s'arrêter. Au cours de son enquête médico-légale sur l'assassinat de John F. Kennedy, l'enquêteur Colin McLaren a examiné les preuves qu'Howard Donahue, un expert en balistique, a examinées 40 ans plus tôt. Donahue est d'avis que la théorie de la balle unique de la commission Warren est vraie, mais que le rapport contient une erreur de trajectoire. Il croit aussi que l'ordre des coups a été inversé. Il pousse son enquête plus loin et analyse maintenant la balle mortelle que le président Kennedy a reçue à la tête. Le docteur James Humes est l'anatomopathologiste en chef de l'hôpital naval de Bethesda. Il procède à l'autopsie du président seulement quelques heures après le meurtre. Il témoigne devant la commission Warren et y décrit les dommages causés par la troisième balle.
Une troisième blessure a été observée lors de l'autopsie. Elle se trouvait sur le côté supérieur droit du crâne. La blessure touchait le cuir chevelu et le crâne. De la substance cérébrale en est sortie. Selon le témoignage du Dr Humes, la blessure avait une longueur de 10 à 12 cm. Elle s'étendait de l'arrière de l'oreille du président à la naissance de ses cheveux. Cette importante blessure est un mystère. Une balle a traversé le corps de 2 hommes et a été retrouvée en un morceau, alors que la balle qui a atteint la tête du président a explosé pour se transformer en pluie de plomb. Pourquoi les 2 projectiles se sont-ils comportés si différemment? J'aimerais faire des observations en lien avec les radiographies. On y voit de menus fragments d'une matière radio-opaque. Ces fragments se sont dispersés dans la substance cérébrale. Dr Humes, combien de fragments avez-vous observés sur les radiographies? Entre 30 et 40 fragments minuscules. Une balle blindée ne fait pas ça. Un tel résultat est plutôt associé aux balles désintégrantes qui sont conçues pour exploser au moment de l'impact. Si Oswald a tiré ces 2 projectiles, pourquoi y a-t-il une telle différence? Et pourquoi aurait-il utilisé 2 balles différentes? Mon père était un expert en balistique. Alors il savait qu'il était impossible qu'un tir traverse la victime et qu'un deuxième explose sous la force de l'impact. Avec la même arme et les mêmes munitions, c'est impossible. Mais tout le monde semblait fermer les yeux sur ce fait. Il n'en était jamais question. Pour mon père, c'était une omission flagrante et il a compris que c'était la clé du mystère. McLaren veut voir comment se comportent 2 projectiles différents. Il observe d'abord le tir d'une balle blindée identique à celle qu'a utilisée Oswald avec son fusil Mannlicher Carcano. C'est une balle blindée, une Carcano de 6,5 mm. Elle a été conçue pour la guerre et pour traverser les cibles. Elle traversait les corps des soldats, ce qui faisait en sorte qu'ils pouvaient être soignés et renvoyés à la maison. Ils ne faisaient plus la guerre sans pour autant être tués. Prêt à tirer? Feu! Ça l'a traversé. Colin, vous pouvez voir une traversée typique des balles blindées. Elle a fait un trou très précis. Voici une balle désintégrante à pointe creuse de calibre 223. Cette balle est conçue pour exploser au moment de l'impact. Les résultats sont dévastateurs. Tir imminent. Protégez vos yeux et vos oreilles. Prêt à tirer? Donahue conclut que la balle ayant causé la blessure mortelle au président Kennedy n'a pas pu être causée par les munitions utilisées par Oswald. Il s'intéresse maintenant à la taille de l'orifice d'entrée dans le crâne. La blessure à la partie postérieure droite était de la taille mentionnée plus tôt. Elle mesurait 15 mm sur 6 mm. La balle se serait enfoncée de 15 mm avant de se fragmenter. Howard a discuté avec un anatomopathologiste qui lui a dit que l'orifice d'entrée d'une blessure par balle au crâne a toujours un diamètre légèrement plus grand que celui de la balle. Mais les balles Carcano d'Oswald avaient un diamètre de 6,5 mm. Si cette blessure a été infligée par une balle de Carcano, le diamètre de l'orifice d'entrée devrait être de 6,5 mm et plus. Comme l'orifice d'entrée a un diamètre de seulement 6 mm, il est impossible que la blessure par balle au crâne du président ait été infligée par un projectile Carcano de 6,5 mm de diamètre. Encore une fois, Howard a trouvé une incohérence de preuve à laquelle personne d'autre n'accordait d'attention, même si elle était importante. Donahue juge que la blessure mortelle a été causée par une balle désintégrante tirée par une autre arme. Alors, pourquoi 3 douilles vides de balles Carcano ont-elles été retrouvées à l'endroit où Lee Harvey Oswald a tiré? Les défenseurs de la théorie du tireur isolé mentionnent toujours les 3 douilles vides retrouvées dans la cachette d'Oswald. L'une d'elles a été retrouvée loin des 2 autres. Howard Donahue avait une excellente explication pour ça. La douille était bosselée, donc elle a dû être utilisée comme bouchon d'obturation du magasin. Pouvez-vous nous montrer comment ça fonctionne? Bien sûr. Il sert à éviter l'entrée d'humidité et de particules dans la chambre de l'arme. Les preuves trouvées sur le lieu du crime permettent de supposer qu'Oswald a peut-être éjecté cette douille avant de prendre position à la fenêtre.
Cet élément prouverait qu'Oswald n'a tiré que 2 coups de feu. Si la blessure fatale à la tête n'a pas été infligée par le fusil de Lee Harvey Oswald, d'où venait ce projectile? Donahue revoit la trajectoire de la balle pour tenter de répondre à cette question. Le rapport de la commission Warren mentionne que la trajectoire de la balle suivait une pente d'un angle d'un peu moins de 16 degrés. De la fenêtre du dépôt de livres, la trajectoire de la balle a adopté un angle descendant de 16 degrés et un angle latéral de 6 degrés de droite à gauche par rapport à la ligne médiane de la voiture. Même si le point d'entrée de la balle et la position d'Oswald étaient alignés, l'hypothèse de cette trajectoire de droite à gauche laisse présumer que le point de sortie aurait dû se trouver du côté gauche de son visage, dans son front ou sur son nez, et non pas dans le haut de son crâne, du côté droit. Howard Donahue décide de faire ses propres tests. Il utilise les résultats de l'autopsie présentés à la commission pour déterminer les points d'entrée et de sortie du projectile. Il perce le point de sortie et espère retracer la trajectoire jusqu'à la source. Donahue glisse une tige de bois dans le crâne pour aligner la trajectoire en respectant la position de la tête du président lorsqu'il a reçu la 3e balle. Il conclut que le coup de feu a bien été tiré derrière John F. Kennedy, mais qu'il provenait d'un point beaucoup moins élevé que la fenêtre du 6e étage du dépôt de livres. Il n'arrivait pas à y croire. Il était certain qu'il était impossible qu'une balle tirée du 6e étage ait suivi une telle trajectoire et causé la blessure fatale à la tête du président Kennedy. Le point d'entrée de la balle, déterminé par le médecin légiste, et le point de sortie ne concordaient pas avec la trajectoire de la balle. Howard Donahue a appliqué des principes de balistique pour conclure, hors de tout doute, que la commission Warren a fait une erreur. Il est convaincu qu'il y avait un 2e tireur à Dealey Plaza. Howard Donahue a analysé la blessure fatale à la tête de John F. Kennedy. Il croit maintenant qu'un 2e tireur est responsable du coup de feu fatal. Selon lui, la 3e balle n'a pas été tirée du 6e étage du dépôt de livres. Et il n'y a qu'une explication possible, le coup de feu a été tiré à l'arrière gauche du président. Toujours à la recherche de la vérité, il rencontre Russell Fisher, le médecin légiste en chef du Maryland. Le secrétaire à la justice demande à Fisher de réexaminer l'autopsie du président. Le médecin légiste révèle de nouvelles informations surprenantes à propos de la blessure mortelle à la tête. Le docteur Fisher lui a dit que le point d'entrée avait été mal positionné. Le rapport d'autopsie de Bethesda mentionne que le point d'entrée était sur la protubérance occipitale, la bosse qu'on a tous à l'arrière du crâne, mais l'équipe du Dr Fisher a découvert qu'il était 10 cm plus haut et à 2 cm à droite de la ligne médiane. Les médecins qui ont procédé à l'autopsie ont dû déplacer l'emplacement du point d'entrée. Il n'y a pas d'autre explication. Armé de cette nouvelle information, Howard Donahue peut maintenant retracer la trajectoire du coup de feu fatal en partant du point d'entrée exact. Il fait une découverte stupéfiante. Il a revu ses croquis et il a tracé une ligne qui se rendait jusqu'au siège arrière gauche de la voiture qui suivait la limousine présidentielle. À son bord, il y avait plusieurs agents des services secrets. Je me tiens à l'endroit exact où John F. Kennedy a reçu la balle qui a causé sa mort. Avec de nouvelles informations et de nouvelles photographies, Howard Donahue a fait une découverte sensationnelle qui nous permet de comprendre ce cas. Il a suivi la trajectoire de la balle en partant du point d'entrée et a constaté qu'elle n'avait pas été tirée de la fenêtre du 6e étage du dépôt de livres, mais d'un point moins élevé, plus loin, derrière moi, où se trouvait la voiture des services secrets.
Howard Donahue écrit au service secret pour obtenir le nom des agents qui se trouvaient à bord de la voiture, le type d'armes qu'ils avaient et le calibre de ces dernières. Les services secrets lui répondent qu'ils ne révèlent pas le type d'armes qu'ils utilisent, excepté les revolvers de calibre 38 qu'ont tous les agents. Ils ajoutent que leurs agents n'ont tiré aucun coup de feu le jour de l'assassinat. Donahue analyse le rapport de la commission Warren avec un regard d'expert en balistique, alors que Colin McLaren le fait avec un regard d'enquêteur. Il y découvre des preuves de coups de feu dans la rue. 10 témoins ont senti l'odeur de la poudre noire dans la rue peu après les coups de feu. Earl Brown, un patrouilleur de Dallas, est sur un pont ferroviaire qui chevauche la route sur laquelle roule le cortège présidentiel pour se rendre à l'hôpital Parkland. J'ai entendu des coups de feu et j'ai senti la poudre noire. C'est vrai? Je l'ai senti quelques minutes après les coups de feu. Je crois que c'était de la poudre. Ce jour-là, le vent soufflait à 25 km/h en direction du dépôt de livres. Si le patrouilleur a senti l'odeur de poudre, c'est parce qu'elle s'est déplacée vers lui lorsque le cortège est passé sous le pont. Et c'est exactement ce qu'il a dit devant la commission. Le maire de Dallas, Earl Cabell, et sa femme Elizabeth sont assis dans une décapotable, 4 voitures derrière celle du président. Je me suis tournée et j'ai dit « Earl, c'était un coup de feu ». Après, j'ai tout de suite entendu 2 autres coups de feu. Vous souvenez-vous d'autre chose? J'ai senti une odeur de poudre noire. Le 22 novembre 1963, le vent soufflait du sud-ouest à 25 km/h. Connaître ce détail m'a beaucoup aidé lors de mon analyse des lieux du crime. Je savais aussi que les gens qui faisaient partie du cortège et qui étaient donc au niveau du sol étaient certains d'avoir senti une odeur de poudre. Cette odeur ne pouvait pas provenir de la fenêtre du 6e étage, puisque le vent soufflait vers Lee Harvey Oswald. Pour McLaren, le témoignage de ceux qui ont senti une odeur de poudre noire est la preuve de la présence d'un deuxième tireur. Un de ces témoins était le sénateur Ralph Yarborough, qui se trouvait à bord de la même décapotable que le vice-président Lyndon Johnson, tout juste derrière la voiture conduite par les agents des services secrets. Le sénateur est un ancien combattant qui a plus de 50 ans d'expérience avec les armes à feu. J'ai chassé toute ma vie et j'ai utilisé toutes sortes d'armes dans l'armée. Je sais qu'un fusil a tiré et qu'il y a eu 3 tirs. 2 secondes plus tard, j'ai senti une odeur de poudre noire. Et j'ai trouvé ça étrange parce que je connais bien les armes. Je n'aurais pas pu sentir la poudre d'une arme située aussi loin. On ne sent pas la poudre noire à moins d'être face au vent, qui vous souffle dans le visage. La trajectoire du 3e tir mène à la voiture des agents des services secrets. La direction de l'agence affirme qu'aucun agent n'a tiré ce jour-là, mais 10 témoins disent avoir senti une odeur de poudre noire dans la rue. J'ai senti une odeur de poudre noire. Si une deuxième arme a tiré, qui était le tireur? Colin McLaren, un ancien enquêteur, mène sa propre enquête. Il découvre qu'à la suite de l'assassinat, des policiers ont interrogé des témoins à Dealey Plaza. Quand on a déjà travaillé sur plusieurs enquêtes, on sait que le meilleur moyen de résoudre un crime est de questionner les témoins. Il ne faut pas regarder trop loin. On doit se concentrer sur le sol et le niveau de la rue et interroger les témoins. Ils nous permettront de résoudre l'affaire. Le shérif Bill Decker est une légende du service de police de Dallas. Il est l'un de ceux qui a permis d'arrêter Bonnie et Clyde, les célèbres voleurs de banque des années 30. Il est un pur Texan, non conformiste, et il mène son équipe d'enquêteurs d'élite à sa manière. Après l'assassinat du président, il demande à ses hommes de parcourir Elm Street et Dealey Plaza pour y trouver des témoins. Plusieurs douzaines de personnes sont interrogées et certaines d'entre elles affirment avoir été témoins des coups de feu. Quand on va sur les lieux d'un crime et qu'on se rend compte qu'il y a des témoins, on peut être certain qu'ils nous permettront de résoudre l'affaire. On doit les questionner tout de suite et leur faire signer des déclarations. Le bureau du shérif de Dallas a trouvé les meilleurs témoins. Ils ont vu quelque chose et ils étaient prêts à faire des déclarations le jour même. Donc, avant d'être influencés par des influences extérieures. Pour Colin McLaren, les témoignages sont la clé qui lui permettra de résoudre le crime le plus célèbre de l'histoire. J'ai entendu au moins 2 tirs. Hugh Betzner, 22 ans, se tenait près du cortège présidentiel et a pris des photos. J'ai aussi vu un homme dans la voiture du président ou dans la suivante sortir ce qui semble être un fusil.
Hugh Betzner n'est pas le seul à avoir vu une arme sur les lieux. Colin McLaren découvre qu'ils sont plusieurs à dire la même chose. Le sénateur Ralph Yarborough faisait partie du cortège présidentiel et il affirme avoir vu un agent des services secrets sortir un fusil. J'ai entendu 3 tirs, pas plus. Ils semblaient venir de l'arrière droite. Des agents des services secrets ont regardé vers l'arrière à droite dans la direction d'où semblait provenir l'explosion. Un des agents assis dans la voiture devant nous a sorti un fusil et il a regardé vers l'arrière. Colin McLaren se demande pourquoi la présence d'un fusil à 4 mètres du président n'a pas fait l'objet d'une enquête. Il creuse donc la question. Le maire de Dallas, Earl Cabell, était assis 4 voitures derrière celle du président. Décrivez ce que vous avez vu ou entendu, s'il vous plaît. J'ai entendu les coups de feu. Il y avait une plus longue pause entre les 2 premiers tirs qu'entre le 2e et le 3e. Vous ne saviez pas qui avait été touché? Non, on ne le savait pas. Mais on savait qu'il y avait de la confusion dans la limousine et du mouvement. Les agents des services secrets ont couru vers la voiture. Un des agents a sorti une mitraillette de nulle part. Il semblait regarder vers le haut du dépôt de livres. Tous ces témoins ont vu un fusil sur le lieu du crime. Alors pourquoi les services secrets n'ont-ils pas mentionné sa présence dans la lettre qu'ils ont écrite à Howard Donahue? Même Winston Lawson, un agent des services secrets, affirme avoir vu un collègue sortir un fusil. Après les détonations, j'ai vu un agent se lever en tenant une arme automatique. J'ai d'abord pensé qu'il avait tiré, car je n'avais pas encore vu d'autres armes. Qui est cet agent? Howard Donahue comprend maintenant que le 2e tireur était juste devant ses yeux tout ce temps. Il était dans la voiture qui suivait la limousine présidentielle. Une seule caméra a capté une image de cet agent alors qu'il tenait un fusil d'assaut. Son nom a été mentionné plusieurs fois lors des audiences de la commission Warren. Howard Donahue a trouvé un passage dans lequel un témoin disait avoir vu l'agent Hickey pointer son fusil AR-15 dans toutes les directions de Dealey Plaza. Howard a été très surpris de découvrir ce passage. L'agent Winston Lawson était dans la voiture qui précédait celle du président. Il fait une déclaration sous serment dans laquelle il décrit ce qu'il a vu. L'agent Hickey s'est levé dans la voiture d'escorte avec une arme automatique. J'ai d'abord pensé qu'il avait fait feu. D'autres témoignages faits lors de la commission Warren permettent à Howard Donahue d'identifier l'arme. Il s'agirait d'un fusil AR-15. L'AR-15 tirait le type de munition qui, selon Donahue, avait atteint Kennedy à la tête pour ensuite éclater et provoquer sa mort. Howard Donahue a épluché le rapport de la commission Warren et il a découvert que 11 témoins avaient vu un AR-15 dans les mains de George Hickey. 2 ont confirmé l'avoir vu au moment du 3e tir. Avez-vous entendu des tirs? Oui, monsieur. Combien? 3 tirs. La voiture du président s'est approchée. Je l'ai vu passer sous moi et j'ai aussi vu un agent à l'arrière. Il avait une arme dans les mains. On aurait dit une mitrailleuse. Le président était penché vers l'avant. Howard Donahue croit enfin avoir identifié le 2e tireur. Il décide de publier sa découverte controversée. Au printemps 1977, il a été approché par un journaliste du Baltimore Sun pour qu'il écrive un article en 2 parties dans l'édition du dimanche. Dans l'article, Donahue révèle sa théorie inédite. Mais il ne mentionne pas que George Hickey serait le 2e tireur. C'était la première fois en plusieurs années que tous les exemplaires de l'édition du dimanche du Baltimore Sun se vendaient. Ça a attiré l'attention, puis ça a été oublié rapidement. Howard Donahue croyait que sa théorie allait attirer beaucoup d'attention, mais ça n'a pas été le cas. Howard Donahue, un expert en balistique, croit avoir réussi à prouver que les 2 projectiles qui ont atteint le président John F. Kennedy ne provenaient pas de la même arme. Selon lui, George Hickey, un agent des services secrets qui se trouvait à bord d'une voiture d'escorte, est le 2e tireur.
En comparant les preuves médico-légales et des témoignages de témoins visuels, Colin McLaren en arrive à la même conclusion que lui. Il revoit ensuite le comportement des agents des services secrets à l'hôpital Parkland. And just now we've received reports here at Parkland that Governor Connolly was shot in the upper left chest, and the first unconfirmed reports say the president was hit in the head. Selon les témoignages, ça a été le chaos à l'hôpital Parkland. La voiture de commandement, la limousine présidentielle et la voiture d'escorte des services secrets arrivent à l'hôpital à 12h36, 6 minutes après les 3 coups de feu. Le sénateur Ralph Yarborough faisait partie du cortège. I walked up to the car where Mrs. Kennedy was still there on the back seat, lying there with her head bowed over, covering her husband's head, his blood running down her leg and on her clothes, and twice saying, "They've murdered my husband. They've murdered my husband." It's the most tragic sight of my life. L'agent des services secrets George Hickey, toujours en possession de son AR-15, reçoit l'ordre de protéger le vice-président à l'hôpital. Roy Kellerman, un agent des services secrets, appelle Washington. Yeah, we have an incident here in Dallas. The president and the governor have been shot. We're at the emergency room at the Parkland Memorial Hospital. Après avoir caché le vice-président Johnson en lieu sûr, l'agent Hickey rapporte le fusil AR-15 dans la voiture d'escorte. Un des assistants du président lui demande alors de trouver un prêtre. A priest has been ordered. Emergency supplies of blood also being rushed to the hospital. Just a moment. We have a bulletin coming in. We now switch you directly to Parkland Hospital and KBOX News Director Bill Hampton. The President of the United States is dead. President Kennedy has been assassinated. It's official now. The President is dead. Women here in shock. Some have fainted. To describe the picture here, and that's grief, and much of it. La loi du Texas exige qu'une autopsie soit pratiquée avant qu'un corps soit envoyé dans un autre État. Le docteur Earl Rose est le médecin légiste du comté de Dallas. Il connaît bien la loi et il tient à protéger toutes les preuves du crime. Mais l'agent Roy Kellerman tient à ce que le corps de John F. Kennedy soit envoyé à l'hôpital du président, près de Washington. The body cannot leave this hospital until after an autopsy has been performed. Now, this is the body of the President of the United States, and we're going to take it back to Washington. No, now that is not the way things are done. When there's a homicide, we must have an autopsy. Well, he's going with us. The body stays. My name is Roy Kellerman. I'm a special agent in charge of the White House detail for the Secret Service, and we are taking President Kennedy back to the Capitol. No, you are not taking him anywhere. There's a law here, and we are going to enforce it. Le médecin personnel du président, l'amiral George Berkeley, argumente aussi avec le docteur Rose. Mrs. Kennedy is going to stay exactly where she is until this body is moved. We can't have that. We are removing this body. Now, this is the President of the United States, and there should be some consideration in an event like this. Now, that doesn't matter. You cannot lose the chain of evidence. My friend, that part of the law can be waived. Now, either you move, or we run it over you.
Les agents des services secrets escortent le corps du président de l'hôpital Parkland jusqu'à Air Force One. Dans l'avion, Lyndon Baines Johnson est assermenté et devient président. J'ai été surpris de constater à quel point les services secrets se sont empressés de sortir le corps du président de la ville de Dallas. Ont-ils réagi sous l'effet de la panique? Ou ont-ils voulu cacher ce qui s'était produit plus tôt à Dealey Plaza? Pour découvrir ce qui a motivé les actions des agents des services secrets, Colin McLaren revoit leur déplacement jusqu'à l'assassinat. John F. Kennedy et son entourage parcourent Dallas et les agents des services secrets ont pour mission de protéger le président et la première dame coûte que coûte. Au cours de la dernière année seulement, le président Kennedy a effectué 83 voyages. L'équipe qui assure sa protection a l'habitude de faire des heures supplémentaires tous les mois. Au cours de la visite du Texas, cette équipe fait des doubles quarts. Les 3 derniers jours ont été pénibles et les prochains jours le seront tout autant. La veille de l'assassinat du président, plusieurs agents sortent en ville. Ils forment une bande tissée serrée, mais ils ont malheureusement de longues journées de travail. Ils passent beaucoup de temps loin de la maison et sont constamment sous pression. Les crises cardiaques, l'alcoolisme et les suicides font partie des risques du métier. Les agents des services secrets ont surveillé John F. Kennedy jusqu'aux environs de minuit, heure à laquelle il s'est couché. Étrangement, ils ont ensuite fait la tournée des bars. Le rapport de la commission Warren mentionne qu'ils ont été vus en compagnie de femmes très légèrement vêtues. Ils ont bu jusqu'à 5 heures, puis ils sont rentrés à l'hôtel afin de se préparer pour le début de leur quart à 7 heures. Leur tournée des bars a dû avoir des effets néfastes sur leur comportement. Ils devaient avoir la gueule de bois. Du moins, ils n'étaient pas au sommet de leur forme. Lorsqu'il est questionné par le juge en chef Warren, James Rowley, le directeur des services secrets, défend ses agents. Des gens ont vu un homme armé d'un fusil dans l'édifice d'où les coups de feu ont été tirés. Vous ne croyez pas qu'un homme qui s'est couché à une heure raisonnable et qui n'a pas bu la veille serait plus alerte pour remarquer quelque chose que s'il s'était couché à 3, 4 ou 5 heures du matin? Oui, il le serait. Mais parfois, un agent rentre à 1h30 et doit se réveiller à 3h30 ou 4h pour commencer son quart à 5h. Et il peut travailler jusqu'à 1h ou 2h du matin. Vous ne croyez pas qu'ils auraient été plus alertes s'ils n'avaient pas fait ça? Oui. Oui, monsieur. Mais je ne crois pas qu'ils auraient pu empêcher ce meurtre. L'agent George Hickey occupe un poste de chauffeur. À Dallas, il prépare les voitures des membres du cortège. À l'époque, George Hickey avait 40 ans et il n'avait été engagé par les services secrets que 4 mois avant le drame de Dealey Plaza. Il travaillait dans le garage, donc il polissait les voitures, il vérifiait l'huile et le liquide de refroidissement et préparait les voitures pour le cortège présidentiel. George Hickey n'a pas fait la tournée des bars la veille. C'est probablement pour ça qu'il a eu une tâche différente, puisqu'il n'était que chauffeur. On lui a confié l'AR-15 et le rôle de tireur dans la voiture d'escorte, même s'il n'avait jamais fait ça. Dans les jours qui suivent l'assassinat, les agents des services secrets reçoivent l'ordre d'écrire leur déclaration à propos des événements du 22 novembre. George Hickey le fait aussi. La dernière balle semblait l'avoir touché à la tête et ça a émis un son. Il est tombé vers l'avant et vers la gauche. Après le dernier tir, j'ai pris la AR-15 sur le plancher de la voiture. Je l'ai chargé et armé et je me suis levé dans la voiture pour observer autour. À ce moment-là, on est passé sous le pont d'étagement et on a quitté les lieux. J'ai gardé la AR-15 prêt à tirer sur le chemin de l'hôpital. La version des faits de George Hickey est intéressante parce qu'il affirme avoir pris l'AR-15 au moment où la voiture passait sous le pont d'étagement.
Mais 11 témoins ont déclaré qu'il a pris l'arme quand le troisième coup de feu a été tiré, donc lorsqu'il était sur Dealey Plaza. Et le plus intéressant est que des 11 témoins, 7 sont des agents des services secrets. Un autre témoin a une version bien différente de celle de l'agent Hickey. Sam Holland se trouvait sur le pont d'étagement lorsque les coups de feu ont été tirés. Il signe une déclaration sous serment au bureau du shérif de Dallas. Ouais. Après le premier coup, l'agent des services secrets s'est levé avec une mitrailleuse, puis il est retombé sur son siège. Devant la commission Warren, l'agent Roy Killerman confirme que l'arme est utilisée dans tout cortège présidentiel. On a un AR-15 dans son étui. On le cache, il reste sur le plancher, mais il est prêt à tirer. Prêt à tirer signifie que l'arme est chargée et armée, qu'il y a une balle dans la chambre et que le cran de sûreté est enclenché. George Hickey n'aurait eu qu'à retirer le cran de sûreté, viser et tirer. Mais ce n'est pas ce qu'affirme l'agent Hickey dans sa déclaration écrite. Je me suis penché et j'ai pris l'AR-15. Je l'ai chargé et armé, et je me suis levé dans la voiture pour observer autour. Pourquoi George Hickey dit-il avoir chargé et armé l'AR-15? Roy Killerman prétend que l'arme était prête à tirer. Earl Warren questionne le directeur des services secrets, James Rowley, à propos de l'utilisation de fusils d'assaut dans les cortèges présidentiels. Voilà ce que je me demande. Les voitures du cortège avancent et les agents scrutent les édifices environnants, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Il y a une mitrailleuse dans une voiture? Non. Le juge Warren sait que cette réponse est fausse. Pour des raisons de sécurité, j'aimerais... James Rowley esquive la question. On n'a plus de mitrailleuse. Mais les rapports révèlent qu'ils ont une arme. On a des armes, de nouvelles armes. L'AR-15 était l'arme la plus récente de l'arsenal des services secrets, mais elle a été retirée après les événements. L'agent des services secrets, George Hickey, admet avoir tenu un puissant fusil d'assaut lorsque les coups de feu ont été tirés à Dallas, le 22 novembre 1963. Après le dernier tir, je me suis penché et j'ai pris l'AR-15. Mais des témoins contredisent sa version des faits. 11 témoins ont déclaré qu'il a pris l'arme quand le troisième coup de feu a été tiré. Si le coup de feu fatal a été tiré par George Hickey, le comportement des agents des services secrets devient plus intrigant. Pourquoi ont-ils interdit qu'une autopsie soit pratiquée à l'hôpital Parkland de Dallas? Air Force One atterrit à la base aérienne d'Andrews à 17h58. Les rues sont fermées pour accélérer le transfert du corps à l'hôpital naval de Bethesda, situé à 45 km de là. George Berkeley, le médecin personnel du président, est le directeur de l'hôpital naval de Bethesda. Il demande à James Humes, l'anatomopathologiste en chef de l'hôpital, de procéder à l'autopsie. James Humes et son équipe savent que leur travail sera d'une grande importance pour l'enquête criminelle qui permettra d'arrêter l'assassin. J. Edgar Hoover demande à 2 agents du FBI de rester avec le corps jusqu'à l'embaumement. James Siebert et Francis O'Neill savent que leur patron souhaite avoir un rapport détaillé de tout ce qui se passera dans la salle d'autopsie. Les enquêteurs médicaux doivent noter tous les échantillons prélevés et faire une liste de toutes les preuves. Habituellement, les autopsies sont pratiquées par de petites équipes, mais ce n'est pas une autopsie comme les autres. Il y avait environ 30 personnes dans la salle d'autopsie. Il y avait des représentants de l'armée, de la marine, de l'armée de l'air, du FBI, et il y avait les techniciens et les anatomopathologistes qui travaillaient dans cette salle pleine pour produire un important rapport. Tout le monde parlait en même temps, et le Dr Humes a plus tard dit qu'il aurait aimé jeter tout le monde dehors. C'était comme une opération du cerveau au milieu d'un spectacle de cirque. 30 ans après l'assassinat de John F. Kennedy, le gouvernement de Bill Clinton forme l'Assassination Records Review Board afin de publier des éléments en lien avec la mort du président. La commission fait aussi des entrevues à propos de l'autopsie. Colin McLaren a ainsi accès à des informations vitales qui n'étaient pas encore déclassifiées dans les années 70, au moment où Howard Donahue menait son enquête.
Au début des années 90, la plupart des Américains croient toujours que la vérité sur la mort de John F. Kennedy n'a pas encore été révélée. Cette croyance est de plus en plus partagée après la sortie du film JFK d'Oliver Stone. Le Congrès adopte le Records Act et met en place l'ARRB. En 1995, l'ARRB a demandé aux diverses agences gouvernementales de lui fournir tous leurs rapports en lien avec le voyage du président Kennedy à Dallas. Elle devait inspecter toutes les preuves. Malheureusement, les services secrets ont détruit tous leurs rapports une semaine plus tôt. Pourquoi ont-ils fait ça? Les services secrets ont-ils quelque chose à cacher? Colin McLaren remarque que les pratiques judiciaires n'ont pas été bien appliquées. Les vêtements de l'agent des services secrets Roy Kellerman sont couverts de la matière cérébrale de John F. Kennedy. Les vêtements des agents auraient dû être gardés avec les autres preuves. Ils ont été témoins de l'un des plus importants crimes de l'histoire. Ils auraient dû être traités comme des témoins et ils n'auraient jamais dû être présents lors de l'autopsie. Malgré le chaos qui règne dans la salle d'autopsie, l'anatomopathologiste constate qu'une balle a pénétré le bas du cou du président, tout juste à la hauteur des épaules. La blessure au cou de Kennedy était très précise. Le diamètre de l'orifice d'entrée était de 7 mm, ce qui concorde avec une balle blindée de 6,5 mm de diamètre. Le gouverneur Connally est hospitalisé à l'hôpital Parkland de Dallas pour une blessure aussi nette que celle du président. Les gens présents dans la salle d'autopsie de l'hôpital de Bethesda apprennent qu'une balle blindée d'un diamètre de 6,5 mm a été trouvée sur la civière du gouverneur Connally. Le docteur Humes et son équipe savent maintenant où est le projectile qui leur manquait. La blessure à la tête du président John F. Kennedy est complètement différente. La balle qui l'a causée a atteint l'arrière de la tête du président et infligé une blessure d'un diamètre de 130 mm. Le docteur Humes conclut que cette blessure a été causée par l'explosion du projectile. L'hémisphère gauche a été détruit par la force explosive du projectile au moment de l'impact. Pas besoin d'un neuropathologiste pour comprendre que le cerveau a explosé. Vous souvenez-vous avoir vu ou observé des objets radio-opaques sur les radiographies? Oui, dans le crâne. Il y avait de petits fragments d'une matière radio-opaque. On a cru qu'il s'agissait de fragments de balles. Ils étaient fins et faits d'une matière granuleuse. Ces fragments ont presque atteint le frontal. Gerald Coster, un technicien en radiologie, suit les directives du Dr Humes. Thank you. Custer, it's all yours. Thank you. Good. Clear. Coster prend une radiographie et l'apporte à son laboratoire photographique pour le temps de pause. Il revient ensuite la montrer à l'anatomopathologiste. Gerald Coster affirme que les gens argumentaient dans la salle d'autopsie et que des médecins y ont été victimes d'intimidation. Le niveau de commotion était astronomique et les décibels étaient au maximum. On devait parfois crier. John Ebersol, le supérieur de Gerald Coster, donne une consigne particulière à son employé. Quand vous a-t-on demandé de ne pas parler de l'autopsie pour la première fois? À la morgue. D'accord, à la morgue. C'était la nuit du 22 novembre? Cette nuit-là. D'accord. Qui vous a demandé de ne rien dire? Le docteur Ebersol. Il a été très clair. Je ne pouvais pas en parler. Essayez de nous résumer ce qu'il a dit, du mieux que vous le pouvez. Pas un mot. D'accord. C'est assez clair. L'ancien enquêteur Colin McLaren a découvert des témoignages qui supportent la théorie d'Howard Donahue, qui croyait que l'agent des services secrets George Hickey a tiré une balle dans la tête du président John F. Kennedy. L'expert a révélé des preuves étonnantes d'une tentative de camouflage des services secrets. Colin McLaren a maintenant accès à des rapports déclassifiés qui lui indiquent à quel point les services secrets ont nui au bon déroulement de l'autopsie. John Stringer dirigeait les photographes et il devait garder la maîtrise de la situation. Ce qu'il a vu était complètement fou. Les gens parlaient très fort et il s'est même fait pousser. John Stringer prend de nombreuses photographies et la majorité d'entre elles sont de la blessure à la tête du président. Un jeune photographe du nom de Ford Reby travaille avec lui. Reby affirme avoir pris une centaine de photographies sur 8 ou 9 rouleaux de pellicule. Ces rouleaux contiennent des preuves cruciales. Vous avez terminé un premier rouleau de 35 mm. Qu'en avez-vous fait? Je l'ai sorti de l'appareil et je l'ai donné à un agent des services secrets.
Avez-vous revu ce film après? Non. Selon vous, est-ce que M. Stringer et vous avez quitté la salle d'autopsie avec des films exposés? Non. On ne pouvait pas les garder. On avait 1 ou 2 cartouches. Elles n'étaient pas exposées, mais ils les ont gardées. J'avais même un film 35 mm non utilisé dans ma poche. Et ils l'ont pris. Ils ont pris tous nos films. Le rapport du FBI mentionne que 22 rouleaux de pellicule couleur et 18 rouleaux de pellicule noir et blanc ont été pris. Ils ont été confiés au service secret. Frank O'Neill, un agent du FBI, se souvient avoir donné les films à Roy Kellerman. Plus tard, O'Neill a témoigné et affirmé que le directeur des services secrets lui avait promis de remettre une copie de chaque photographie au FBI, mais il ne l'a jamais fait. La chaîne de possession s'arrête à l'agent Kellerman. Raby n'a jamais pu voir les photos qu'il a prises. Devant l'ARRB, il a dit qu'il croyait qu'elles avaient disparu, même s'il avait entendu des témoignages à leur propos. Il n'a jamais pu trouver ces photographies et il a affirmé que les agents des services secrets et d'autres personnes présentes dans la salle se mêlaient de son travail. Il y avait un général et un civil, le médecin de John Kennedy. Est-ce que ce général et ce civil donnaient des ordres au docteur Ebersol? Oui, absolument. Quel genre d'ordre lui donnait-il? Il disait que la famille Kennedy souhaitait que l'autopsie s'arrête là. Would you like her to come in right now? Would you like... Wait, this ain't... still be here. We've got the White House on our backs, Doctor. What are we supposed to do? All right, you have 5 minutes. Laissez-moi vous expliquer. L'autopsie devait être faite, mais sa qualité n'était pas importante. Elle devait juste figurer dans un rapport. On devait noter les faits et les oublier. Le docteur Humes complète l'autopsie, mais il n'est pas satisfait du résultat. Son travail est interrompu par toute la commotion qu'il y a en salle d'autopsie. Il dépose le cerveau du président dans un contenant en acier inoxydable afin de l'examiner plus tard, mais il ne le reverra jamais. Les échantillons des lames d'anatomopathologie récoltés par le docteur Humes ont été confiés au service secret et le médecin ne les a plus jamais revus. Si l'autopsie avait été faite comme il se doit, ils auraient élucidé le mystère en 3 ou 4 heures. La balle en bon état aurait été liée à la blessure au cou de John F. Kennedy et ils auraient mieux compris sa blessure à la tête. Toutes les preuves auraient été mises dans des sacs bien étiquetés et toute la chaîne de possession aurait été notée. Mais malheureusement, ils n'ont rien fait de tout ça. Dr. Humes? Yes. Do you mind if I have a quick word with you? Peu de temps après l'autopsie, le patron du docteur Humes, George Berkeley, dit à son employé que Robert Kennedy veut le cerveau de son frère. Il m'a demandé de lui donner le cerveau et je lui ai aussitôt donné le contenant. Puis le mystère s'est épaissi. Je ne sais pas ce qui s'est passé après. Ce que George Berkeley a fait du cerveau constitue le mystère du siècle. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté si facilement. Il m'a parlé de Bobby, de la famille et de ce qu'il voulait. Quelques jours après l'autopsie, le docteur Ebersol revient d'une rencontre avec les services secrets à la Maison-Blanche et il fait une demande étrange à Gerald Custer. Est-ce que le docteur Ebersol vous a parlé de fragments de métal? Il m'a donné 3 ou 4 fragments de métal de tailles différentes. Il m'a demandé de les coller aux os. Les avez-vous collés aux os? Oui, monsieur. Le témoignage explosif de Custer prouve que les services secrets ont procédé à une opération de camouflage. Il affirme qu'on lui a demandé de faire une radiographie qui cacherait la détection d'une balle désintégrante, puisque les fragments de métal seraient collés au reste du président John F. Kennedy. Le docteur Ebersol vous a-t-il demandé de coller les fragments aux os après son retour de la Maison-Blanche? Pouvez-vous me répondre avec certitude? Absolument. Dès son arrivée, c'est la première chose qu'il a dite. Je veux une radiographie des os et collez-y ces fragments de métal. On a demandé à Gerald Custer de falsifier une radiographie. Il a fait ce que son patron lui a demandé, mais il l'a regretté pour le restant de ses jours. C'était très sérieux. J'ai signé l'ordre de non-divulgation et on m'a dit que si je révélais des détails, je passerais un mauvais quart d'heure et que je finirais mes jours en prison.
Quelques jours plus tard, les photographes Lord Reby et John Stringer sont approchés par un agent des services secrets. Vous avez parlé d'une loi du silence. Ils ont dit que l'information était classifiée sous la National Security Act. On a dû tout lire et signer. Et si on en parlait, on serait traduit en cour martiale. Les rouleaux de pellicule de John Stringer ont été saisis par des agents des services secrets dans la salle d'autopsie. Il doit aussi signer un ordre de non-divulgation. Tous ceux qui étaient présents dans la salle d'autopsie ont été forcés de signer un ordre de non-divulgation. Selon l'enquêteur Kellen McLaren, l'enquête de la commission Warren sur l'assassinat de John F. Kennedy soulève plus de questions que de réponses. Mes découvertes à propos des événements de Dealey Plaza, du déroulement de l'autopsie et du passage à l'hôpital Parkland m'ont fait comprendre que je devais revoir le rapport de la commission Warren pour voir si j'avais laissé passer quelque chose. Et c'était le cas. Colin McLaren relit le rapport de la commission Warren avec attention et remarque que des témoins importants de l'autopsie n'ont jamais été appelés à témoigner. Il est d'avis que des preuves cruciales ont été ignorées. Les notes comprises James Siebert et Francis O'Neill lors de l'autopsie ont été ignorées. Le conseiller juridique adjoint Arlen Specter rencontre les deux agents du FBI et leur demande s'ils ont pris des notes dans la salle d'autopsie. Les agents lui disent qu'ils ont bien pris des notes et que Roy Killerman, un agent des services secrets, a gardé toutes les photographies et les radiographies en leur promettant de les mettre à la disposition du FBI en cas de besoin. Mais presque toutes ces preuves n'ont jamais été revues. Est-ce que des agents du FBI ou des services secrets ont pris des notes? Oui. Siebert et O'Neill. On aurait dit qu'ils écrivaient un livre. Ils écrivaient tout. Ce n'est pas ce que rapporte Arlen Specter. Arlen Specter a écrit un mémo dans lequel il affirme que Siebert et O'Neill n'ont pas pris de notes durant l'autopsie. Est-ce qu'il y a eu malentendu ou a-t-il menti délibérément? Siebert et O'Neill n'ont jamais été appelés à témoigner à la commission Warren. Pourquoi? 2 mois après le début des audiences de la commission, le technicien en radiographie Gerald Coster a une rencontre préliminaire avec Arlen Specter. Il est presque certain que les observations qu'a faites Coster lors de l'autopsie et son histoire de radiographie falsifiée pour les services secrets auraient été des preuves explosives à la commission Warren. Coster raconte sa version des faits à Specter et il attend sa citation à comparaître, mais Specter ne l'appellera jamais. Le sénateur Ralph Yarborough a aussi hâte de témoigner devant la commission Warren. Le 22 novembre, il était assis directement à l'arrière de George Hickey. Un agent assis dans la voiture devant nous a sorti un fusil. Il a regardé vers l'arrière. J'ai senti une odeur de poudre noire qui nous a suivis jusqu'à l'hôpital. Durant les réunions directives de la commission, le juge en chef Warren a demandé à ce que Ralph W. Yarborough soit appelé à témoigner. Mais il ne l'a jamais fait. Personne ne sait pourquoi la demande du juge Warren n'a pas été respectée. Même s'il en était président, il ne semblait pas toujours avoir le contrôle de cette commission. Colin McLaren croit que la commission a volontairement refusé de rencontrer d'importants témoins visuels. On ne sait pas si Arlen Specter a rencontré les agents qui étaient à bord de la voiture d'escorte. Un seul d'entre eux a témoigné devant la commission. Selon les points de vue, c'est une grande négligence ou un élément révélateur. Après 9 mois d'enquête, la commission Warren se noie sous les documents. Sans analyste criminel et sans programme informatique, il est possible que des preuves soient oubliées. Mais son expérience en tant qu'enquêteur et les bases de données modernes dont il dispose permettent à Colin McLaren de découvrir que les témoignages de plusieurs témoins n'ont pas été analysés, du moins jusqu'à maintenant. Si un analyste avait révisé les témoignages, il aurait remarqué à quel point les 3 tirs et l'odeur de poudre noire étaient mentionnés souvent, particulièrement par ceux qui se trouvaient près de la voiture du président. Il aurait lié les témoignages des individus qui ont vu un agent des services secrets se lever avec un fusil et retomber vers l'arrière. Malheureusement, ces détails n'ont pas été remarqués par les membres de la commission Warren. Ces derniers ne voulaient pas vraiment connaître la vérité. Colin McLaren analyse minutieusement le rapport de la commission Warren et découvre que les membres de l'équipe ne souhaitent pas découvrir la vérité à tout prix. Selon lui, il n'y a pas d'autres explications pour l'exclusion des déclarations de nombreux témoins visuels qui ont fait des déclarations au bureau du shérif de Dallas. Les 2 hommes assis à l'avant se sont levés. Après le 2e tir, ils sont tombés et la voiture est partie.
Est-ce que Marvin Fake Chisholm parlait de la voiture d'escorte lorsqu'elle dit avoir vu 2 hommes se lever et retomber vers l'arrière? On ne saura jamais. On ne lui a jamais demandé de témoigner. J'ai vu un éclat rose quand l'homme s'est levé, puis rassis dans la voiture. L'éclat rose aurait pu être la détonation de la R-15, des résidus de tir, ou bien d'autres choses. Mais personne ne l'a demandé. J'ai aussi vu un homme dans la voiture du président ou dans la suivante sortir ce qui semblait être un fusil. M. Betzner a pris 3 photographies qui ont été saisies et mises sous scellé par les enquêteurs de l'équipe du shérif Decker. Mais cet homme n'a jamais témoigné à la commission et ces photos n'y ont pas été montrées. Jean Hill est une spectatrice qui n'était qu'à 6 mètres de la voiture du président lorsqu'il a été assassiné. J'ai vu le président toucher sa poitrine et tomber vers l'avant. Je crois avoir vu des hommes en civil tirer des coups de feu. Jean Hill a été appelée à témoigner à la commission Warren. Elle a mentionné avoir vu des agents tirer des coups de feu. Alan Spector n'a pas insisté. Il ne lui a jamais demandé pourquoi elle a pensé ça. Il a changé de sujet. Pourquoi ne voulait-il pas savoir ce qu'elle voulait dire en mentionnant que des agents tiraient des coups de feu? Le shérif Decker était dans la voiture de commandement et il s'est tourné vers la voiture d'escorte. Ses observations auraient pu être très importantes pour la commission Warren, mais il n'y a jamais été convoqué. Certains témoignages ont volontairement été laissés de côté, et c'est particulièrement le cas de ceux des membres du cortège. Derrière la voiture de commandement, il y avait une douzaine de voitures, et 11 d'entre elles roulaient avec le toit descendu. À bord, il y avait des membres de la presse et des dignitaires qui regardaient tous vers l'avant. La commission Warren ne les a pas tous convoqués. Elle n'en a appelé que 6, et de ces 6 personnes, 4 ont senti de la poudre noire dans la rue. Pourquoi la commission ne les a pas tous appelés? Pour Colin McLaren, le rapport de la commission Warren est un document incomplet. Des témoins n'y ont pas été convoqués pour faire leur témoignage. Des questions importantes n'ont pas été posées et des preuves ont été ignorées. McLaren conclut que le gouvernement américain tente de cacher que George Hickey, un agent des services secrets, a tiré le coup de feu fatal. Mais pourquoi a-t-il tiré sur le président? Howard Donahue, un expert en balistique, croyait savoir pourquoi. Agent Hickey reached down on the seat beside him, grabbed the AR-15, bring it to his shoulder. He flipped off the safety, and at that time he fell over backwards and the gun went off, striking President Kennedy in the back of the head. Est-ce qu'il y avait une conspiration pour tuer John F. Kennedy? Howard ne pensait pas ça. Il a montré que le coup n'a pas été tiré de la colline parce qu'il n'y avait pas d'orifice d'entrée dans le visage du président et il n'y avait pas d'orifice de sortie à l'arrière. Il n'a pas été tiré du pont d'étagement parce que 12 personnes s'y trouvaient. Je crois qu'Howard a prouvé que Lee Harvey Oswald n'a pas tiré le coup fatal et que c'est plutôt l'agent Hickey qui a tiré, accidentellement, de la voiture d'escorte. La panique et le chaos l'ont poussé à réagir. Il a essayé de faire son travail. Il avait probablement vu Oswald et il comptait sûrement riposter par le feu. Mais le destin en a décidé autrement. C'est triste. C'est triste pour lui et pour le pays. C'est une tragédie. What good would it do admitting that one of the Secret Service agents had fired a shot accidentally and hit the president? Because it would clear up what is the great national mystery, and it would be a simple explanation to what is a very complex question that still bedevils every American. Well, that's the reason that we have produced the book, Mortal Error. 25 ans après le début de l'enquête d'Howard Donahue, Bernard Menninger découvre sa théorie controversée. Et il écrit un livre à propos de la conclusion scientifique et provocante de l'expert en balistique. Mortal Error est publié par St. Martin's Press en 1992. Dans le livre, on peut lire que George Hickey est le 2e tireur qui a accidentellement tué le président. Quand Howard et moi nous sommes investis dans ce projet, j'ai tout de suite envoyé une lettre par courrier recommandé à George Hickey, mais il ne m'a jamais répondu. À la fin de l'écriture du livre, je lui ai écrit à nouveau pour lui dire qu'il devait vraiment me répondre. Parce que le livre allait bientôt sortir. La maison d'édition lui a écrit aussi, mais n'a eu aucune réponse. George Hickey a signé les reçus de courrier recommandés, ce qui prouve qu'il a bien reçu les lettres, mais il n'a jamais répondu.
J'ai fortement réagi à la lecture du livre Mortal Error. C'est l'un des livres sur des faits vécus le mieux écrit que j'ai lu. L'analyse balistique est remarquable, sans faille et très bien expliquée. C'est ce livre qui m'a donné envie de me joindre à Howard Donahue pour faire avancer son enquête. Mais Mortal Error dort sur les tablettes et ne provoque aucun tollé. Le livre est rapidement oublié. Il était déçu qu'aussi peu de copies aient été vendues. Les gens s'intéressaient plus à l'homme au parapluie, aux balles de glace et à la colline. Ils s'intéressaient plus au mystère, alors que la théorie de mon père était basée sur des analyses balistiques et des calculs mathématiques. Elle était moins séduisante. 3 ans après la publication de Mortal Error, George Hickey dépose 4 poursuites contre Howard Donahue, Bonner Menninger et St. Martin's Press. Personne ne sait pourquoi il a attendu si longtemps. Si j'avais été si choqué d'apprendre qu'on m'accusait d'avoir utilisé un AR-15 et d'avoir accidentellement tué le président des États-Unis, j'aurais réagi tout de suite. Mais il a attendu plus de 2 ans. C'est un détail intéressant. La poursuite a été rejetée à cause de la loi de la prescription. Il avait attendu trop longtemps. Le juge a rejeté la poursuite. En 1996, une édition de poche de Mortal Error est publiée. George Hickey dépose une nouvelle poursuite. En 1998, la poursuite est réglée à l'amiable. Peu importe à quel point une allégation est frivole, il faut y répondre. Ça a duré très longtemps. Mon père et St. Martin's Press ont perdu beaucoup d'argent et de temps. Ils ont pris une décision d'affaires. Ils avaient perdu beaucoup d'argent et ont demandé à des avocats de régler ça. S'il y avait eu un procès, toute la procédure aurait été exposée. Le dossier de l'AR-15, les rapports d'incidents et les documents des services secrets sur le quart de travail de l'équipe en fonction auraient été publiés, ce qui aurait été dévastateur pour les services secrets et George Hickey. Howard a continué de chercher des partisans de sa théorie et du livre. Il a continué de chercher des preuves, mais on peut dire que c'était la fin de son aventure. Howard Donahue meurt 1 an plus tard et sa théorie tombe presque dans l'oubli. Pendant 25 ans, Howard Donahue a tenté de faire éclater la vérité. C'est ce qui a poussé Colin McLaren à mener sa propre enquête sur ce grand mystère. Il voulait prouver que Donahue avait raison. Les hommes sont d'accord pour dire que le 3e coup de feu, celui qui a tué John F. Kennedy, est le résultat d'un tragique accident. Je crois vraiment que c'est ce qui s'est produit. 3 coups sont tirés. Le premier, tiré par Lee Harvey Oswald, rate la cible. Mais un fragment du projectile atteint le président, qui dit « Mon Dieu, je suis touché ». L'agent George Hickey entend le coup de feu et se tourne vers la fenêtre du 6e étage du dépôt de livres. Oswald tire à nouveau. La 2e balle atteint le dos du président et ressort à l'avant de son cou avant de traverser la poitrine du gouverneur Connally. Hickey prend la AR-15 pour riposter par le feu et retire le cran de sûreté. Au moment où la voiture d'escorte accélère brusquement, Hickey perd l'équilibre et appuie accidentellement sur la détente. La voiture présidentielle fonce vers l'hôpital Parkland et la grande opération de dissimulation commence. Ce raisonnement médico-légal est appuyé par des déclarations de témoins visuels précédemment ignorées. J'ai vu le président toucher sa poitrine et tomber vers l'avant. Je crois avoir vu des hommes en civil tirer des coups de feu. Après le premier coup, l'agent des services secrets s'est levé avec une mitrailleuse. Howard Donahue et Colin McLaren découvrent que 11 personnes confirment avoir vu le fusil d'assaut dans les mains de George Hickey au moment où le 3e coup de feu a été tiré. Sur ces 11 personnes, 7 sont des agents des services secrets. McLaren et Donahue trouvent aussi les témoignages de 10 personnes qui affirment avoir senti de la poudre noire dans la rue lorsque les coups de feu ont été tirés. On ne sent pas la poudre noire à moins d'être face au vent qui vous souffle dans le visage. Pour Colin McLaren, le comportement des agents des services secrets à l'hôpital Parkland prouve qu'ils savaient qu'un de leurs collègues avait tué John F. Kennedy. Des témoins affirment avoir été menacés physiquement et verbalement pour qu'une autopsie ne soit pas pratiquée. Ce manquement laisse croire qu'ils ont voulu étouffer l'affaire. L'autopsie pratiquée à l'hôpital de Bethesda est aussi suspecte. Mind your own business. La salle d'autopsie est bondée et les agents des services secrets interrompent constamment le processus.
L'autopsie faite à la hâte, les photographies perdues, les radiographies falsifiées et le cerveau disparu de l'un des hommes les plus célèbres de l'histoire sont tous des éléments qui pointent vers le complot. Et si on en parlait, on serait traduit en cour martiale. Et la commission Warren ne convoque pas tous les témoins, n'entend pas tous les témoignages, laisse des questions sans réponse et ne prend pas toutes les preuves en considération. McLaren croit que la commission Warren savait que les autorités avaient un tireur maintenant mort, ce qui était à leur avantage. Elle avait l'arme du crime et un examen médico-légal qui confirmait la théorie avancée. Affaire classée. George Hickey n'a jamais témoigné et n'a jamais été contre-interrogé à propos de sa déclaration. Il n'a jamais parlé de l'assassinat en public. Il est décédé en 2005. Je crois que si mon père pouvait parler à George Hickey, il lui dirait qu'il est désolé qu'il ait vécu tout ça. Mon père en est arrivé à cette conclusion en analysant des faits et des preuves avec ses connaissances en balistique. Malheureusement, tout pointait vers M. Hickey, mais il n'a jamais eu l'intention de lui faire porter le chapeau du méchant ou le dénigrer de quelque manière que ce soit. Il éprouvait de la sympathie pour lui. C'est tragique que la vie de John F. Kennedy ait pris fin de cette manière. C'est comme s'il continuait à mourir année après année parce qu'il ne repose pas encore en paix. J'admirais beaucoup cet homme. Et pour honorer sa mémoire, j'aimerais que le mystère soit enfin résolu, une fois pour toutes. On n'essaie pas de comprendre la vraie cause de la mort de John F. Kennedy pour ternir la réputation d'un individu ou d'une organisation. On cherche la vérité et on veut donner une réponse définitive aux Américains. Cette réponse n'est pas complexe. Il y a eu un tragique accident combiné à une tentative de meurtre. Les gens doivent accepter la preuve irréfutable pour enfin fermer la porte sur le crime le plus controversé de l'histoire.